de vous, les jeunes. Bien sûr, l'avenir est imprévisible. On ne peut pas dire, voilà, cela va se produire de telle façon, dans tel ordre. Néanmoins, le futur, c'est quelque chose qui est ouvert à toutes les possibilités. Le passé, on ne peut y revenir, ce qui est fait est fait. Le futur, au moins une partie de ce futur, est entre nos mains. Il est donc nécessaire que nous ayons une vision à propos de ce futur. Par exemple, en ce qui concerne les événements du 11 septembre qui se sont produits à New York et à Washington, c'est presque quelque chose d'impossible à croire que cela puisse produire de la sorte. C'est bien un produit de l'intelligence humaine d'avoir pensé à utiliser des avions de ligne qui allaient loin, qui étaient donc, dont les réservoirs étaient remplis de carburant, et de les utiliser comme des bombes vivantes, enflammées, pour détruire et tuer d'autres êtres humains. Cet acte à peine concevable, il a demandé des mois de préparation, de réflexion, d'intelligence. L'intelligence, elle était là, bien sûr. Donc il y a deux choses qui étaient nécessaires à cela, la technologie et l'intelligence humaine. Sans ces moyens modernes, ces avions, bien sûr, cela ne se serait pas produit, mais sans aussi les facultés de raisonnement, la faculté de planifier, de penser aux moindres détails. Cette intelligence aussi a servi à accomplir cette destruction. Il y a aussi un élément de détermination farouche de personnes qui ont dit « je vais aller jusqu'au bout de mes plans, je vais faire tout ce qu'il faut à tout prix pour réaliser cela ». Cet acte de destruction, il demande non seulement de l'intelligence, mais il a demandé aussi une certaine forme de détermination, de courage, de personnes qui étaient prêtes à tout et qui ne reculaient devant rien. Généralement, le progrès technologique, l'intelligence, la détermination, a priori, on les considère comme des qualités. Oui, mais derrière cela, il y avait une motivation, une intention. Cette intention, c'était un profond ressentiment, la haine. Et cette motivation à elle seule a suffi pour utiliser le progrès technologique, pour utiliser l'intelligence humaine, pour utiliser la détermination à des fins de destruction et de souffrance. Donc il a suffi que derrière ces outils, ces qualités que sont l'intelligence et la détermination, il y ait une intention extrêmement destructrice, extrêmement nocive, pour que cette calamité se produise. Maintenant, comment contrecarrer de telles attitudes, de telles façons d'être, de telles actions destructrices? On peut bien sûr utiliser des moyens de contrôle, essayer de combattre le terrorisme, d'essayer d'arrêter quelques individus, s'engagent dans des actes de terrorisme, mais on voit bien que malgré qu'on fasse ça ici et là et qu'on essaie de le généraliser, ce sont quand même des solutions tout à fait temporaires, presque superficielles. Car c'est en fait essayer simplement de contrôler les activités d'un certain nombre d'individus. Alors contrôler les activités d'un nombre d'individus, c'est quand même très différent d'essayer de changer la mentalité, les intentions et les esprits des gens. Il y a donc deux façons de changer ou de contrôler les êtres, c'est soit de les contrôler physiquement, soit de changer leur esprit. Contrôler physiquement, ça peut se faire aussi des animaux. On peut domestiquer un éléphant sauvage, un cheval, des tigres. Pour l'être humain, c'est encore plus facile d'ailleurs, parce que bon, ils ne sont pas aussi costauds que les éléphants ou aussi féroces que les tigres physiquement, donc il suffit parfois de peut-être les pousser avec un bâton, de les piquer un petit peu avec une aiguille, leur donner
quelques tapes. C'est plus facile de contrôler un être humain qu'un éléphant, c'est évident. En ce qui concerne le changement de notre état d'esprit, c'est beaucoup plus difficile dans le cas des êtres humains, notamment si en eux-mêmes ils ont une haine féroce et une détermination extrême à nuire. Alors à ce moment-là, presque rien ne les arrêtera. Et c'est presque impossible d'imaginer qu'on pourra les contrôler uniquement physiquement. De la même façon, lorsque l'on parle de désarmement, il y a bien sûr un désarmement extérieur, mais aussi je parle d'un désarmement intérieur. Le désarmement extérieur, il est essentiel, important, peut-être difficile, mais finalement, celui qui doit être à la source de toute chose, c'est le désarmement intérieur. C'est lui qui est à la source de tous les problèmes, de toutes les solutions, c'est lui auquel nous devons accorder toute notre attention. Donc le désarmement extérieur, pour que ça soit possible, il faut qu'il vienne de cette notion de désarmement intérieur. Il y a 10-15 ans, j'ai rencontré un diplomate avec qui je me suis entretenu, qui faisait partie des différentes commissions de désarmement et de réduction des armements nucléaires. Et il le disait aussi, s'il n'y a pas une vraie profonde volonté politique qui vient du cœur et de l'esprit des hommes, eh bien, le désarmement, c'est presque sans espoir. Le désarmement extérieur, il est bien sûr essentiel et nous devons à tout prix l'inclure dans cette vision du futur dont je vous parlais. De peu à peu, garder présent à l'esprit cette vision à long terme qui est celle d'un monde qui serait démilitarisé, dont tous les armements disparaîtraient. Cela, bien sûr, est quelque chose qui doit faire partie de nos objectifs et notre vision à long terme. Donc il est certain qu'il faut un plan pour faire cela. Il faut envisager une progression, commencer par les armes les plus dévastatrices, commencer par éliminer toutes les armes nucléaires, biologiques, chimiques, et puis dans une deuxième étape, éliminer toutes les armes offensives, et ainsi peu à peu en arriver graduellement à un désarmement global. Pour ça, il est essentiel aussi que le commerce des armes, les pays qui les fabriquent, qui les vendent de par le monde, il est essentiel que peu à peu ils soient contrôlés, réduits et disparaissent. La France n'est-elle pas un grand producteur et un grand marchand d'armes dans le monde? C'est pas triste de penser que beaucoup d'êtres humains meurent en ce moment dans le monde avec des armes qui ont été fabriquées ici dans notre pays. Donc pour ça, il faut développer une forme de détermination, une volonté. Il faut que nous exprimions et engendrions cette volonté. Donc là, on en vient à cette notion de désarmement intérieur. C'est pour ça que donc ce dont nous parlions, c'est réaliser la paix extérieure au travers, par la paix intérieure. Quelles sont les fondations de cette paix intérieure ou de désarmement intérieur? C'est certainement le potentiel que nous avons pour développer et exprimer la tendresse, l'affection, l'amour altruiste, la compassion. Ce potentiel, nous l'avons. Mais ce qui compte ici, c'est tout d'abord de le reconnaître, d'éprouver de l'intérêt pour son développement et de faire tout ce qu'il faut finalement pour qu'il fleurisse, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il prenne de plus en plus d'importance en nous-mêmes. Lorsque je dis ça, il ne s'agit pas de méditation, il ne s'agit pas d'une pratique religieuse, il ne s'agit pas d'une croyance, c'est quelque chose qui doit être un fait d'expérience. Il s'agit de comprendre, de reconnaître par la réflexion, en regardant notre propre expérience, de comprendre les bienfaits qui découlent du développement de l'affection mutuelle, de l'amour altruiste, de la compassion, de comprendre les bienfaits qui nous apportent à nous, pour notre harmonie personnelle, de comprendre les bienfaits qu'ils apportent dans la société,
non seulement de les comprendre, mais de mieux les connaître et de les faire connaître, c'est-à-dire de promouvoir ces valeurs humaines, celles de l'altruisme, de la compassion au sein de l'éducation. Et c'est donc, en fait, ce qu'il faut, c'est une prise de conscience, une appréciation, d'apprécier l'altruisme et la compassion à leur juste valeur. Et au cours de ces dernières années, mes rencontres et une collaboration avec des spécialistes des sciences cognitives montrent à quel point, révèle l'importance de l'entraînement de l'esprit vers l'altruisme et la compassion. En effet, ces spécialistes des sciences cognitives distinguent dans la partie frontale du cerveau, ils se sont aperçus que les personnes qui avaient le plus de joie de vivre, d'enthousiasme, d'intérêt, mais aussi d'altruisme, qui étaient plus portés à la compassion, à l'amour des autres, plus ouverts aux autres, disons, qu'ils avaient une activité plus forte dans le cortex préfrontal gauche, et que par rapport, les personnes qui étaient beaucoup plus renfermées sur elles-mêmes, qui avaient moins le goût de vivre, qui avaient moins tendance à l'altruisme, avaient une activité plus forte du côté droit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont observé des sujets qui s'étaient entraînés pendant longtemps à développer l'altruisme et la compassion, et qu'ils ont vu que cela se traduisait par une activité renforcée considérablement du côté gauche. Ce que cela montre, c'est que cette idée de transformation de l'esprit ou d'entraînement de l'esprit, ce n'est pas simplement une sorte d'idée utopique ou théorique, mais que cela a des répercussions aussi sur le plan de notre physiologie. Personnellement, du point de vue politique, je me considère plutôt comme un socialiste. Donc, mais aussi, du point de vue du cerveau, je préfère la gauche. Donc effectivement, ceux qui préfèrent le cerveau droit, ils sont plus déprimés et moins altruistes. Et l'importance de la tendresse, de l'affection, de la présence, d'une présence bienfaisante, on ne saurait trop insister sur son importance au cours de notre développement, de notre vie. Ces mêmes scientifiques m'ont parlé d'expériences conduites avec des singes, et que les singes, les petits singes qui étaient laissés tout le temps auprès de leur mère et qui bénéficiaient de l'attention, de la tendresse de leur mère, normalement, ils devenaient des petits singes normaux qui aiment à jouer, qui sont donc relativement paisibles, qui ont un comportement, disons, normal. Et que les petits singes qu'on avait séparés dès la naissance de leur mère, très rapidement, tout d'abord, ils restent sans jouer, ils n'ont pas cet esprit ludique quand ils sont ainsi privés de la tendresse de leur mère, et en plus, ils sont beaucoup plus agressifs, anxieux, ils réagissent de façon beaucoup plus brutale, et on ne peut attribuer ça qu'au manque de tendresse et de présence affectueuse.